Le FV-214 Conqueror fut conçu pour répondre au char lourd soviétique IS-3. Son canon de 120 mm, nettement plus gros que l'ordonnance QF-20 Pounder de 83,4 mm, des chars Centurion de l'époque lui permettait de fournir un appui anti-char à longue portée. Mis en service en 1955, il fut remplacé par le char de combat Chieftain en 1966, sans avoir jamais combattu. Le canon était américain et déjà utilisé sur le char lourd M103. Il était à charge et projectiles séparés. Les charges n'étaient pas en sachet, mais dans une cartouche en laiton, ce qui était plus sûr mais réduisait leur nombre à 35. Le blindage était très épais pour l'époque, surtout devant, où il faisait 178 mm horizontalement. La tourelle était énorme, en rapport avec la taille du canon, et l'ensemble était très lourd, ce qui réduisait sa vitesse et le rendait peu fiable. Cependant, comme le char Churchill de la Seconde Guerre mondiale, il était bien adapté en tout terrain, où il dépassait parfois le Centurion, pourtant plus léger et théoriquement plus rapide. Un des éléments particuliers était la coupole du commandant rotative, centre du système de tir du Conqueror, qui était avancé pour l'époque. Le commandant pouvait aligner la coupole sur une cible indépendamment de la tourelle, mesurer la portée et orienter le canonnier vers le nouvel angle indiqué par la coupole. En théorie, lorsque le canonnier alignait la tourelle, il trouvait automatiquement la cible dans son viseur, prêt à être attaqué. Pendant ce temps, le commandant pouvait préparer l'attaque de la cible suivante. Le châssis était celui du char de support d'infanterie A-45, lancé en 1944, peu après celui de l'A-41 Centurion. Après la Seconde Guerre mondiale, le projet fut réorienté vers un char universel de série FV-200. Cette série devait avoir un unique châssis commun, sur lequel était prévu un canon automoteur, un véhicule de transport de troupes, 3 variétés de chars de combat, etc. Un des chars prévus, le FV-201 lourd de 55 tonnes, était armé d'un canon de 83,4 mm. En 1949, on décida de monter son armement à 120 mm. Comme cela retardait le projet, une solution provisoire fut de combiner le châssis du FV-201 avec une tourelle de Centurion Mark II armée d'un canon Ordnance QF-17 Pounder pour donner en 1952 le FV-221 Kernhaven Mark I. 21 exemplaires furent construits avec la tourelle du Mark III. Canon Ordnance QF-20 Pounder sous le nom de Kernhaven Mark II. Le FV-221 aurait dû être le char de combat principal de la série, mais le succès de l'A-41 Centurion, régulièrement amélioré, lui retirait toute utilité.
Le Carnarvon fut seulement utilisé pour des essais de développement du châssis. Le premier Conqueror sortit en 1955. La production totale fut de 20 Conqueror Mark I et 165 Conqueror Mark II, certains étant des Carnarvon Mark II reconvertis. Elle cessa en 1959, ayant perdu beaucoup de son intérêt avec l'adoption par le Centurion de l'excellent canon Royal Ordnance L7 de 105 mm. Le FV 4201 Chieftain, signifiant chef de clan, est un char de combat britannique conçu dans les années 60 pour succéder au char Centurion. Lorsqu'il entre en service dans les forces britanniques en 1966, il est considéré comme étant le char le mieux blindé dans les rangs de l'OTAN. Cependant, son moteur peu fiable lui causera de nombreux problèmes de disponibilité durant une grande partie de sa carrière. Le Centurion prédécesseur du Chieftain avait été conçu pour associer la mobilité d'un char cruiser et le blindage d'un char d'infanterie, ce qui lui valut l'appellation de char universel. Cependant, l'apparition des chars lourds IS-3 et T-10 soviétiques accéléra les événements et obligea les Britanniques à créer leur propre char lourd, le Conqueror, équipé d'un canon de 120 mm. Les contraintes imposées par la masse et le coût des chars lourds poussa les Britanniques à réfléchir aux moyens de combiner le blindage et la puissance de feu d'un canon de Conqueror dans un char à gabarit de Centurion. Quelques exemplaires des premiers prototypes furent fournis aux troupes pour essai à partir de 1959, ce qui permit d'apporter quelques changements au concept initial. Les plus grosses modifications furent effectuées à l'arrière de la caisse, qui dut être redessinée afin de résoudre les problèmes de vibration du moteur et de refroidissement. Ce changement majeur fit prendre du poids à l'engin, qui avoisinait désormais les 50 tonnes. En conséquence, la suspension du char, qui n'était prévue au départ que pour une masse de 45 tonnes, fut renforcée. Les maillons des chenilles durent également être adaptés afin de préserver l'intégralité des routes, et la garde au sol fut augmentée. Le concept fut validé au début des années 60. En 1957, l'OTAN avait spécifié aux différentes forces armées qu'elles devraient utiliser des moteurs polycarburants. Les premiers moteurs BL délivrant une puissance d'environ 450 chevaux, ce qui signifiait une vitesse maximale d'environ 40 km/h et une performance en mobilité tout-terrain limitée. La performance globale de l'engin
était encore plus entravée avec l'emploi de suspensions à ressort Ostman, inconfortable pour l'équipage, et qui transformait en un vrai défi la moindre utilisation hors piste du véhicule. En raison d'un assemblage sous pression des chemises de cylindres du moteur, des fuites de liquide de refroidissement à l'intérieur du bloc étaient monnaie courante, ce qui induit l'apparition d'une importante fumée blanche à l'échappement. À la fin des années 70, le concept du moteur fut modifié avec l'apparition du Belzona, un composant à base de polymère, qui fut utilisé pour améliorer l'efficacité des joints de chemise. Les puissances de moteur furent également revues à la hausse, les dernières versions délivrant 850 chevaux. Cela améliora beaucoup les performances et la vitesse maximale du char, bien que ses capacités tout-terrain restèrent assez limitées. L'arrangement général du véhicule était classique et similaire à celui des précédents chars britanniques, outre le fait que le conducteur était dans une position centrale et semi-allongée. Sa tourelle profilée abritait le chargeur, assis à gauche du canon, tandis qu'à sa droite se trouvait le tireur, le chef de char étant installé derrière lui, légèrement en hauteur. L'arrière de l'engin était occupé par le moteur polycarburant Leyland et sa transmission. Le char était armé d'un canon à âme rayée L11 à 55 d'une longueur de 6,6 mètres et d'un calibre de 120 mm. Il est dérivé du canon américain du même calibre, le M58, équipant précédemment les chars lourds Conqueror britanniques et M103 américains. Afin de limiter l'encombrement imposé par les douilles en laiton, le L11 utilisait des charges propulsives en sachet, plus communément appelées gargousses, qui se consument intégralement lors de leur tir. Sur les chars employant des douilles métalliques, il était nécessaire de stocker les douilles vides ou de les jeter à l'extérieur après le tir. La caisse du Chieftain renferme 6 containers pressurisés en fibre de verre qui contiennent des gargousses. Leur double paroi contenait un mélange de glycol et d'eau sous pression, ce qui valut à ce type d'installation le surnom de rangement humide. En cas de perforation du blindage du char par un projectile, la double paroi des conteneurs se serait brisée et le liquide se serait répandu et aurait imbibé les charges propulsives, leur évitant de créer une déflagration catastrophique en s'enflammant. En raison de la longueur importante du canon, qui nécessitait un équilibrage et de la place pour son installation, la tourelle présentait un important porte-à-faux vers l'arrière, contenant les radios, les munitions, les équipements de contrôle de feu et d'autres installations de stockage externes. Un manchon anti-arcure enveloppait le canon, permettant de garder le tube à température constante, quelles que soient les conditions climatiques. Le dispositif de frein de tir constitué en 2 cylindres à fonctionnement hydraulique, la pièce retournant à sa position initiale à l'aide d'un récupérateur pneumatique. L'élévation du canon se faisait à un angle compris entre -10 degrés et +20 degrés en site, lui permettant d'assurer des tirs et des dévers assez prononcés. La tourelle disposait d'une mitrailleuse L8A1 de 7,62 mm coaxiale, tandis qu'une mitrailleuse L37A1 du même calibre était montée sur le tourelle rotatif du chef de char. Elle était commandée à distance depuis l'intérieur de la tourelle, la visée s'effectuant à l'aide d'un gros périscope agrandissement de 1 à 10.
Une mitrailleuse de réglage L21-1 de 12,7 mm était accolée à gauche du canon. Elle n'était présente que sur les premiers modèles de Chieftain, tirant des balles traçantes en rafale de 3 coups à 240 coups par minute. Elle était alimentée par une bande de 98 cartouches de 300 coups au total et sa portée pratique était de 1100 mètres avec des munitions L11, 2400 mètres avec des munitions L13. 6 lance-pots fumigènes de 66 mm à déclenchement électrique étaient installés de chaque côté de la tourelle, chacun ayant une couverture de 100 degrés. Le tireur disposait du viseur télescopique TLS Vision Laser du char. Le chef de char disposait d'un tourelleau rotatif doté de 9 blocs de vision, lui permettant de voir à 360 degrés, et d'un projecteur infrarouge parallèle à la ligne de visée de sa mitrailleuse. Les organes de visée du char étaient disponibles à la fois pour l'opérateur tourelle et le chef de char. Ils avaient un grossissement variable de 1 à 8 et pouvaient être remplacés par un système de vision infrarouge de grossissement de 3. Le chef de char pouvait tourner son tourelleau et pointer sa visée sur une cible et ensuite engager le mécanique de rotation de la tourelle pour que cette dernière se rallie sur la cible, l'opérateur tourelle n'ayant plus qu'à peaufiner la visée. Le côté gauche de la tourelle était doté d'un grand phare doté d'un filtre infrarouge, asservi au canon de 120 mm. Il était installé dans un boîtier blindé. Ce phare avait une portée d'environ 1 à 1,5 km. Le glacis et la partie avant de la tourelle étaient constitués d'éléments d'acier moulé, la nuque de la tourelle et la caisse étant faits en plaques d'acier soudées entre elles. Par rapport au Centurion, son prédécesseur, le blindage du Chieftain était très incliné, augmentant l'épaisseur du blindage à traverser tout en améliorant les chances de faire ricocher des obus. Lors de sa conception, le Chieftain devait être en mesure de résister sur l'arc frontal aux obus perforants à 100 mètres de tir depuis un T-54 à une distance de moins de 1000 mètres. De fines plaques en acier d'une épaisseur de 13 mm protègent le train de roulement en faisant détonner prématurément les projectiles à charge creuse. Au milieu des années 80, les Chieftain Mark 9 et 10 reçurent le surblindage Steel-Blue. Son développement était influencé par la guerre d'Iran-Irak, où les Chieftain iraniens s'étaient montrés vulnérables face aux obus-flèches soviétiques de 115 mm et de 125 mm, ainsi qu'aux cherche-creuses de gros calibre. Le surblindage Steel-Blue se compose d'une épaisse carapace en acier moulé composée de 7 éléments. 5 sont montés sur l'avant de la tourelle et 2 autres sont montés de part et d'autre du périscope du conducteur. Pour éviter la transmission d'une onde de choc lorsqu'un projectile frappe la tourelle, les éléments de surblindage reposent sur une demi-douzaine de feuilles de caoutchouc. Le montage et la fixation du surblindage se fait à l'aide de tiges en acier inoxydable soudées sur la face avant de la tourelle. Le surblindage Steel-Blue, muni de trous prévus à cet effet, pouvait alors coulisser contre les caoutchoucs. Une fois bien ajustées, les plaques étaient serrées à l'aide de boulons et de tiges en inox. 2 plaques déflectrices étaient également installées derrière les 2 grands coffres avant qui surplombaient les déports de caisse. Tous les Chieftain étaient propulsés par le moteur à 2 temps à piston opposé Leyland L60 Sundance, d'une conception relativement similaire au moteur d'avion Junker Jumbo 205. Le L60 était un moteur comprenant 12 pistons, répartis sur 6 cylindres, avec une cylindrée de 19 litres.
et doté d'une admission d'air forcée par compresseur Watts. Le char devait être théoriquement propulsé par un moteur V12 de chez Rolls-Royce, mais 2 années supplémentaires étaient nécessaires pour son développement. Les concepteurs du Chieftain ont vu dans les L60 un moteur idéal pour propulser le successeur du Centurion. Outre son aspect relativement compact, combiné à une cylindrée réduite, le L60 offrait la possibilité de faire varier le rapport de compression en changeant la synchronisation des 2 vilebrequins, lui permettant de fonctionner avec plusieurs types de carburant. Le moteur polycarburant était une exigence décrétée à l'époque par l'OTAN pour les futurs chars de l'Ouest. Sur les premiers modèles, tels que le Chieftain Mark I, la puissance développée ne dépassait pas les 585 chevaux. À partir du Mark II, le moteur, sous la désignation de L60 Mark VIa, avait été gonflé pour atteindre les 650 chevaux. Plus tard, la puissance du L60 Mark VIIa atteignit les 720 chevaux, puis 750 chevaux avec le Mark VIIIa sur le Chieftain Mark V, pour un régime à 2100 tours par minute. Toutefois, la masse globale du char augmentant avec les années, la montée en puissance des moteurs ne put que modestement compenser la perte de performance engendrée par l'embonpoint de ces véhicules. Au cours de sa carrière, le Chieftain a souffert d'un grand nombre de problèmes techniques liés à sa motorisation. En effet, le L60 avait été conçu pour fonctionner à régime constant dans une atmosphère relativement saine et calme. Ces facteurs n'étant pas du tout rencontrés sur un char de combat principal, les secousses, les brusques accélérations et la poussière ont vite fait de pousser le L60 à ses limites. Très vite, des fissures sont apparues au niveau des chemises des cylindres, et les fuites de liquide de refroidissement ou ruptures de joints de culasse ont réduit la durée de vie de certains moteurs jusqu'à ne pas excéder les 100 km. D'autres problèmes concernaient également la ventilation de refroidissement, de la mauvaise conception de routage des tuyaux circulant des liquides à l'intérieur de la structure du char. Un moteur plus petit, un Coventry Climax H30 à 3 cylindres, développant 37 chevaux pour un cylindré d'1 litre, servait de groupe auxiliaire de puissance en alimentant la génératrice de la pompe hydraulique. Il permettait la rotation de la tourelle et le pointage du canon lorsque le moteur était à l'arrêt. Il actionnait également le démarreur hydraulique. Le moteur était accouplé à la boîte de mécanisme TN12 Hot Shift semi-automatique à 6 rapports avant et 2 arrière. La direction du Chieftain était effectuée à l'aide de leviers agissant hydrauliquement sur des freins à disques externes. Ces disques travaillaient de concert avec la boîte de mécanisme épicyclique. Fournissant un braquage régénératif, cette boîte de vitesse était opérée à la manière de celle du moto, avec une pédale située à gauche pouvant fournir des impulsions vers le haut et le bas et actionnant des unités électro-hydrauliques à l'intérieur de la boîte. L'accélérateur était opéré par le pied droit, via un câble, comme sur les voitures actuelles. Le Chieftain prouva qu'il était efficace au combat et qu'il était possible de le faire évoluer, avec amélioration d'ordre général ou par le besoin localisé. L'engin fut continuellement amélioré au cours de sa carrière,
jusqu'au début des années 1990, lorsque sa relève fut effectuée par la Challenger. La version ultime du char, utilisée par la British Army jusqu'en 1995, incorporait le blindage Steel Blue, Improved Fire Control System et le Thermal Observation Gunnery Sight. Le dernier régiment britannique à avoir été doté du Chieftain était le 1st Royal Tank Regiment.